Lundi 26 novembre 2018, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Café Débat en ce début de semaine pour un nouveau numéro. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Un nouveau numéro qui aura successivement deux invités et globalement basé sur, on va dire, l'actualité politique, les sujets qui font la une, notamment l'installation des élus locaux qui continuent encore à faire débat, mais aussi la décision du gouvernement de mettre sur le terrain cette patrouille mixte, la fixation des PA qui continue à diviser les positions, mais justement là-dessus, le RPG Arc-en-Ciel qui a une position tranchée sur ces deux sujets. Là-dessus, je reçois comme invité pour parler de ce sujet, bien entendu, honorable Mohamed Lamine Kamisoko. C'est un habitué de cette émission. Il est déjà à mes côtés. Honorable, bienvenue sur ce plateau. Et merci à vous tous. Merci de la disponibilité. Merci. Surtout. Et je rappelle entre-temps que dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai comme deuxième invité Abdoulaye Kourouma. Il est le président du parti RRD. Il nous parlera des violences survenues à Karala, dans la préfecture de Beila, où le préfet de cette localité est indexé pour avoir fait descendre des gendarmes dans la localité dans le but de violenter des populations paisibles. Tout ça se passe dans le contexte de contestation de la procédure qui a amené l'installation du président du conseil de cette localité. Les aspects ou sinon les dessous de cette scène de violence à Karala. Abdoulaye Kourouma sera là dans la deuxième partie pour nous en parler. Mais déjà avec le premier invité, honorable Mohamed Lamine Kamisoko, oui, on parle de patrouille mixte déployée depuis maintenant plus d'une semaine dans la capitale Conakry et la fixation des PA, tout ça dans un contexte global d'insécurité. Et je l'ai dit, le RPG semble avoir une position tranchée sur ce sujet. Vous pensez que c'est tout bon, et tout parfait, et que d'ailleurs vous personnellement, vous dites que ce n'est que trop tard que le gouvernement a pris cette décision. Ah oui, je dis que ce n'est que trop tard parce qu'on aurait épargné des vies humaines si des responsabilités de ce genre avaient été prises à ta main. Comme on aime à le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si donc, les patrouilles mixtes, bon, les gens voient les patrouilles mixtes. Mais quelle est la source d'inspiration? Ça vient de quoi? Ça vient d'un constat. Ça vient d'un certain nombre de faits au niveau de notre société, au niveau de notre ville Conakry. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'une commune, qu'un certain nombre de quartiers, 5 ou 6, organisent des actions inadmissibles sur la population. Nous ne pouvons pas accepter qu'un parti politique initie, organise, entretient un certain nombre de gangs qui imposent leurs lois à la majorité de la population. Ça, c'est indéniable, c'est clair. Vous avez la preuve qu'un parti politique entretient un gang? Mais la simple preuve est que lorsque les gens sont dans leur sordide mission, qui consiste à arnaquer les paisibles citoyens, qui consiste à poignarder les gens qui ne sont pas de leur avis, qui consiste même à incendier des concessions, quand les gens sont sur cette action, on les traite de loupards. Mais une fois que ces gens sont pris et envoyés à la sûreté, quelques jours plus tard, ils deviennent des militants de partis politiques de l'opposition. Vous le savez, ça se dit, c'est comme ça se passe. Je suis là, non, c'est là, mon affirmation tire sa source à partir de là-bas. Sur le terrain, sur le terrain, voilà, sur le terrain, c'est des gangs. Sur le terrain, c'est des loupards. Mais à la sûreté, c'est des militants de partis politiques de l'opposition, en l'occurrence le FDG, qui à chaque instant posent au gouvernement comme condition pour ceci, pour cela, la libération des prisonniers. Vous affirmez que l'UFDG entretient un gang. Mais mon ami, je dis que mon affirmation tire sa source à partir de ce fait. Lorsque les gens sont en train de se comporter ainsi dans la rue, tout le monde, on les traite de loupards.
Mais lorsqu'ils sont traités, arrêtés, envoyés à la sûreté, ils deviennent des militants des partis politiques à libérer forcément. Bien. Donc de suite, de facto, je considère alors que c'est loupards qui sont traités pour une première partie, une première phase de loupards, travaillent en connivence parce que après, quand ils sont à la sûreté, ils deviennent militants du parti politique. Ça veut dire que ces loupards sont les militants des partis politiques. C'est ce que ça veut dire automatiquement. Or, la réalité aussi est que les forces de l'ordre qui interviennent dans les cadres de maintien d'ordre en marge des manifestations viennent le plus souvent après certaines manifs ou avant arrêter des gens dans leur domicile qui ne peuvent pas forcément être des gangs en ce moment. Et c'est là où on se dit souvent, oui, même s'il y a des violences en marge des manifestations, même s'il y a des scènes de barricades en marge des manifestations, des gens qui dépouillent des passants, comment ça se fait que les forces de l'ordre n'aillent pas chercher ceux qui pillent, ceux qui s'attaquent aux gens, mais le plus souvent c'est un étudiant qu'on arrête, c'est un commerçant qu'on arrête, c'est même un imam, un muezzin qu'on retrouve à la télé comme des gens qui mettaient... Et ça amène des gens à dire que non, les forces de l'ordre savent exactement qui sont ces bandits qui viennent mettre du n'importe quoi lors des manifestations, sauf qu'ils ne veulent pas les arrêter parce que souvent il y a des agents qui font la même chose avec ces loupards-là. Est-ce que cette thèse-là, vous l'affirmez ou pas? Bon, si ça se passe comme ça, c'est regrettable, c'est déplorable. Si ça se passe comme vous le dites. Ouais. Parce que c'est ce que je dis souvent. Dire, affirmer quelque chose, obéit à des principes. Affirmer, c'est constater, c'est comprendre, voir, et ensuite affirmer. C'est être au visus de la chose. Donc tu l'as vécu, tu l'as vu. Alors, donc tu affirmes, s'il vous plaît. Je n'affirmerai lorsque pas de relayer ce que les gens disent. Ça veut dire, lorsque vous dites constatent. Que les forces de l'ordre viennent souvent en sapeurs-pompiers, c'est ce que vous voulez dire. Le plus souvent, oui. Les vrais destructeurs ne sont pas arrêtés, c'est des innocents qu'on arrête. Ça, c'est des affirmations que l'on aime dire souvent. Mais est-ce que intégralement c'est ça? Est-ce que systématiquement c'est ça? Les seules personnes qui peuvent défendre ça correctement, c'est les services de sécurité, de défense et de sécurité, parce que c'est eux qui opèrent sur le terrain. Mais ce que nous connaissons, c'est que l'axe Bambeto s'est illustré négativement dans l'histoire. Chaque manifestation est assortie de violations flagrantes des droits humains, des droits de l'homme, de la part des manifestants eux-mêmes. Des manifestants eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur l'axe, à partir de 18 h, on commence vous-même. Les enfants de rien du tout montent ils mettent des barricades à tous les niveaux. Quand vous venez, premièrement, on vous demande de l'argent. Si vous ne donnez pas l'argent, on s'attaque à vous violemment. Quand vous venez, vous êtes dans votre véhicule. Si vous n'obtempérez pas, votre véhicule est caillassé, de fois voire même brûlé. Et des individus qui ne sont ni de la gendarmerie, ni de la sécurité, se permettent de demander à un autre citoyen comme eux, quand bien même qu'ils ne sont pas policiers, se permettent de demander des cartes d'identité à d'autres, et de stigmatiser même certaines ethnies, parce que le plus souvent, quand on dit que Maninkadjo, alors on t'afflige des insolences inouïes, et suivi de bastonnades, quand on dit que tu es malinqué sur l'axe. Ah bon? Ça, c'est... J'en ai vécu. Moi, j'ai échappé de justesse là-bas. Je vous ai dit ça quelque part. Bon, on ne peut pas. Bambeto n'est pas un autre pays dans un pays. Alors donc, Bambeto il fallait là, il fallait justement prendre cette décision, c'était nécessaire, plus que nécessaire. Donc, Bambeto doit se soumettre à la loi guinéenne. Ceux qui font ça doivent comprendre que ça ne peut pas aller loin. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils respectent les autres citoyens de la commune de
Ratoma. Or, la violence, La preuve, la violence, elle est la globale, preuve, la violence, elle est générale. la preuve, Il y a eu de la violence la preuve, la dernière fois. la preuve, je que, dis, oui. la preuve, il y a 2 ou 3 manifestations maintenant de l'opposition, assorties de 0 mort, 0 blessé. À cause de... À cause de l'installation de ces PA. Donc pour moi, c'est rentable, c'est utile, c'est important, il faut les mettre. Bien. Si ça peut sécuriser les citoyens, il faut les mettre. Et non seulement les mettre, mais les suivre dans l'exécution de leur mission. Parce que les gendarmes, les policiers, c'est des êtres humains comme nous. Par endroit, la tentation à gauche, à droite, peut animer l'esprit d'un individu et l'entraîner à commettre des actes contraires alors aux prescriptions. Merci. Donc des bavures. Donc c'est possible. C'est raison pour laquelle, en plus des agents exécutants sur le terrain, il doit y avoir des agents de contrôle. Je suis parfaitement d'avis avec les gens, pour ne pas qu'il y ait des exactions, pour ne pas qu'il y ait des abus, mais qu'on reste strictement dans l'idée de préserver la paix, dans l'idée de maintenir la sécurité des citoyens le long de l'axe Bambeto. Alors moi j'ai une autre question. Je veux dire, sous le régime Alpha Condé, c'est une vérité, on ne peut pas le nier, c'est-à-dire que le bastion de l'opposition du régime d'Alpha Condé se trouve dans la commune de Ratoma. C'est une réalité. Sous le régime de Lansana Conté, on savait que le bastion du RPG dans la capitale, c'est Matoto. Et donc, c'est sûr qu'il y a bien de contestations qui se sont passées dans cette commune de Matoto. Et que le pouvoir pouvait tenir des accusations contre les militants à l'époque du RPG dans la commune de Matoto, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais quand vous étudiez sociologiquement et tous les autres aspects de la situation, vu que votre opposition à vous aujourd'hui est dans cette commune, et quand il y a contestation, tout commence par là, est-ce que de la même façon, c'est pas pour cela peut-être que les sources de violence, les nids de bandits se sont transportés là pour profiter des soulèvements politiques le plus souvent de la part de ces loupards, des bandits qui n'ont rien à voir avec les partis politiques pour semer du trouble à l'ordre. Oui. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas s'attaquer, chercher ces nids de bandits partout, tout le long de l'axe, mais aussi dans les favelas ou dans les trous de Ratoma, et de les cerner que de s'attaquer, je ne sais pas, une imagination politique en tant que telle. Une imagination, quand elle est faite, elle se perfectionne. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'idée de PA a été soumise en Conseil de ministres et que ça a été accepté, son application a commencé. Quand ça produit des effets, le chef de l'État, ayant constaté des faits récurrents, demande alors d'élargir à toutes les communes. Ça veut dire, s'il vous plaît, c'est un point de départ. Je ne parle pas d'abord d'élargissement, je parle des raisons de... Bon, moi je ne sais pas, je ne sais pas, nous en tout cas... Ça prend source à l'exercice des libertés de manifester par l'opposition. Voilà. Parce que ça doit prendre source dans le cadre du constat d'une insécurité globale dans telle commune. Mais en tout cas, si vous dites que tout vient d'un parti politique et que c'est pour ça qu'on décide de mettre les PA et les patrouilles, est-ce que politiquement, les membres de ces partis politiques-là ne vont pas se sentir ciblés par cette mesure qui va viser à les terroriser, à les oppresser? Et lorsque les activités se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Mon frère, vous posez cette question, mais le professeur Alpha Condé ne s'est jamais opposé à la tenue d'une manifestation d'un parti politique quelconque. Il ne s'est jamais opposé. C'est lorsque maintenant là... Les manifestations sont interdites là, pendant ce temps. Oui, maintenant. Ce n'est pas fait au hasard. C'est que si des manifestations ont des conséquences sur l'individu, sur le groupe d'individus, sur la société, l'État a bel et bien le droit de prendre ses responsabilités. Bien. Et donc, PA, patrouille, vous pensez que la décision était plus que nécessaire. Maintenant, dans la faisabilité, nous sommes à plus d'une semaine maintenant, vous pensez que tout se passe normalement et que ça a eu pour résultat d'ailleurs 0 mort lors de la ville morte et 0 mort également lors de la manifestation de la dernière fois. Comme conséquence positive. Effectivement, quand je fais le bilan,
Je constate que c'est bon, les PA c'est bon. C'est bon. Et aujourd'hui, les gens se promènent librement dans la commune de Ratoma. Même quand il y a des manifestations. Même quand il y a des manifestations. Alors pourquoi ils ont dispersé alors la dernière manifestation de l'opposition qui a changé d'itinéraire Koza Wanindara? Mais la dernière manifestation est une violence, est une violation des décisions. Lorsque le pouvoir dit de telle période à telle période, pour le moment, toutes les manifestations à caractère politique sont pour le moment interdites. Mais lorsque ça c'est dit, non, pourquoi vous insistez? On suit votre raisonnement. Si on a interdit, non, pourquoi vous insistez? Justement, si l'État a interdit, l'État estime qu'il y a des violences en marge des manifs. Voilà. Maintenant, si l'État a pris des mesures sécuritaires, oui, il peut faire qu'il n'y ait plus de violence en marge des manifs. Maintenant, c'est ce qui va être constaté, c'est ce qui va être constaté dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir. Si nous constatons que maintenant ces pratiques-là ont cessé, mais pourquoi ne pas lever l'interdiction? Pourquoi ne pas lever l'interdiction? Mais jusqu'à preuve contraire, lorsque les manifestations sont interdites, et moi, ce que je déplore d'ailleurs, c'est quoi? C'est que toi, tu cherches le pouvoir. Il y a un pouvoir qui existe déjà. L'autorité de ce pouvoir, tu le contestes. Tu la contestes. Toi qui cherches le pouvoir, une autorité, un pouvoir qui est déjà en place, ces autorités, tu les contestes. Tu les traites de tout, tu les mets. Mais mettez-vous à la place du pouvoir. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas contester l'autorité quand on te dit arrêtez les manifestations, vous arrêtez. Vous n'en avez pas fait sur l'Ansana Conté? Nous, on a fait des manifestations. Mais vous étiez là, bien que vous étiez petit. Vous étiez là. On n'a pas fait des manifestations sanglantes. On n'a pas fait des manifestations de ce genre. Et nous, tout le monde sait. Tout le monde sait. C'est peut-être que le Bambéto de l'époque, c'était Tigiri. Bon, alors, donc, mais nous, quand on nous interdisait des manifestations, on rentrait à la maison. À l'époque de l'Ansana. À l'époque, quand on nous interdisait des manifestations, on rentrait à la maison. On a assisté à... Une fois là, quand l'opposition a décidé de boycotter les élections présidentielles, des séries de manifestations avaient été organisées. 98 ou 93. Bon, des séries de manifestations ont été organisées. Après, on a dit non. Le pouvoir, ça ne se conquiert pas de cette manière-là. Et nous sommes restés tranquilles. À un moment donné, certains militants même du RPG avaient commencé à dire que le président, le professeur Alpha Condé est un leader peureux. Et qu'il n'ose pas la violence, ils ne veulent pas le pouvoir, ça se conquiert. Ce n'est pas... Il a dit à tout le monde. Le pouvoir, la conquête du pouvoir ne se fait pas par la force physique, par les muscles, ça se fait par la tête. Bien. Ça se fait par l'intelligence. Donc il l'a prouvé. Donc nous, on ne s'est pas comporté de cette même façon. Ça veut dire que les gens se ressaisissent, que les gens respectent alors l'autorité de l'État. Et on verra si l'État fait des abus, si l'État commet des exactions sur sa population, ça se prouvera. Ça se verra. Mais pour le moment, c'est les manifestations qui deviennent les partis politiques qui sont insoumis, qui ne respectent pas l'autorité de l'État. Et en ce moment, c'est comme ça, on va aller pour le moment, jusqu'à ce qu'on voie que chacun s'est ressaisi. Et vous estimez que les PA, c'est bon? Je dis que c'est plus que bon. Plus que bon. C'est plus que bon. Aujourd'hui, on marche très paisiblement dans la commune de Ratoma. Ça, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas contre quelqu'un. Mais celui qui est fâché est un malfaiteur. Celui qui est fâché est un malfrat. Parce que lui, il trouve son gain dans la violence. Il trouve son gain dans des manifestations violentes comme ça de César. Alors, qu'est-ce que vous dites quand on parle de violence? D'expression violente des colères aujourd'hui des populations, d'expression spontanée des colères. Il y en a eu un cas comme ça à Banankoro. Il y en a qui disent aussi qu'il faut installer des PA par exemple à Banankoro parce qu'on s'est attaqué. On s'est attaqué au bien d'un investisseur local. Et il perd des biens dont les valeurs s'élèvent à plus de 20 millions de dollars aujourd'hui. Et l'État n'a pris aucune mesure de chercher ceux qui se sont pris à ces biens, à cette base logistique de Guiter Mining.
Et puis voilà. Vous ne savez pas les dispositions actuelles qui sont prises par l'État. Vous êtes assis devant votre micro ici. C'est un bon plaisir pour vous de parler facilement pour dire que l'État n'a pas fait... L'État ne communique pas là-dessus puisqu'ils ont fait tout un tollé sur les questions de PA et des patrouilles sur l'axe. Et vous voulez qu'on dise aussi à la télé, à la face du monde, que je fais la même chose. Mais est-ce que vous savez les dispositions qui ont été prises à Banankoro à l'instant où nous sommes? Mais il faut qu'on le sache. Voilà. Maintenant, vous devez le savoir en envoyant vos émissaires. Ils vont vous rapporter tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Non, ce n'est pas 2 poids 2 mesures, c'est la même chose. Quelle analyse donc vous avez fait de ce type de violence aussi à Banankoro? Tout ça, ça vient de quoi? Je crois que le professeur Alpha Condé, son gouvernement, ont accordé trop et trop de démocratie et de liberté. C'est ce qui fait cela. Aujourd'hui, les Guinéens pensent qu'ils sont permis de tout dire. Ils sont permis de tout faire. C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a des comportements quand même. Des fois, c'est un problème de vision entre les gouvernés et les gouvernants. Vous avez retracé un passage que moi je retiens et qui est très important. C'est la persuasion, c'est la communication. Il faut communiquer avec les gouverner, il faut communiquer. Et je demande très respectueusement, humblement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de faire en sorte que ces ministres communiquent à la base avec la population. Il faut que les ministres communiquent. Il faut que les membres du gouvernement communiquent. Sur les actions. Quelles que soient les grandes idées, quelles que soient les grandes ambitions du président de la République, quel que soit son projet de société qu'il a pour la nation, si ces acteurs, ces administrateurs, si ces fonctionnaires qui ont la charge de faire comprendre à la population pourquoi telle décision est prise, s'ils ne sont pas capables de prouver à la population que, avant que je ne sois au pouvoir, la situation que j'ai trouvée, c'est ça. Depuis que je suis venu au pouvoir, ce que j'ai fait, c'est ça. Ce qui reste à faire, c'est ça. Tant que les ministres n'arrivent pas aussi à dire ça concrètement à la population, ça aussi, c'est un autre problème. Un véritable problème. C'est un autre problème. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà. Et il faut absolument que le Premier ministre dise à ses membres du gouvernement de communiquer. Voilà. C'est bien que vous faites... Si aujourd'hui... le ministère de l'Éducation nationale, les ministres de l'Éducation nationale, les 3 ministres, en rapport avec les syndicats, acceptaient de descendre à la base pour communiquer avec la population sur les raisons, les bien fondées ou alors les mal fondées alors de cette histoire de grève-là. Je crois que la situation serait beaucoup plus dépassionnée. Donc vous nous amenez maintenant au deuxième sujet sur lequel vous allez intervenir, avant qu'on ne passe à la deuxième partie, on va dire en 3 minutes chrono, c'est justement la grève du SLEG aussi. Sur ce sujet, on vous a vu très dynamique sur ce sujet du SLEG. Le SLEG, après la phase d'abandon des salles de classe, est passé à la phase des sittings maintenant, devant les DPE et les DCE. Et la semaine-là, c'était devant le ministère de l'Éducation. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Ils continuent à réclamer. L'État, même la semaine-là passée, avait montré une nouvelle volonté d'aller aux négociations. Sauf que 3 fois de suite, la partie SLEG était là au rendez-vous. La partie gouvernementale n'était pas là. Une fois encore, qu'est-ce que vous pensez du statu quo dans cette crise qui frappe l'école guinéenne? Bon, c'est un problème un peu complexe, mais tout prend naissance à partir du moment où le SLEG, à son sommet, à un moment donné, n'était plus alors un mouvement syndical représentatif parce que son mandat avait expiré.
Donc ni Savané, ni Souma n'avaient la compétence ou le droit de parler au nom du SLEG aux syndicalistes. Donc on a dépassé cette phase-là. Mais c'est la conséquence. C'est pourquoi je t'ai dit, lorsqu'un phénomène naît, il faut d'abord maîtriser les phénomènes qui ont engendré la naissance, les facteurs qui ont engendré la naissance du phénomène et qui l'amènent à grandir. Alors oui, maintenant, aujourd'hui, ils ont parlé d'une augmentation de salaire de 40%. Mais je veux demander un leader de parti politique, je veux demander n'importe quel autre, où tu as vu, dans quel pays, à la fois au cours d'une année budgétaire, qu'une revendication salariale soit amenée à hauteur de 40%. Ça, déjà à hauteur même de 30%, de 20%. Non, c'est-à-dire, s'il vous plaît, il y a des mensonges concrets autour de cette situation-là. Moi, je dirais même que, et par indiscrétion, à travers ce que nous apprenons à gauche, à droite, il y a aussi des cadres de l'administration qui alimentent la conscience des syndicalistes pour leur dire que l'État a bel et bien la marge de manœuvre pour payer ce que les syndicalistes demandent. Or, une fois que les 40% de salaire ont été donnés au cours d'une période donnée, ça n'a même pas fait 10 mois, les mêmes syndicalistes se remobilisent pour dire maintenant nous voulons que le niveau de base des salaires passe à 8 millions. Mais où est le caractère rationnel de cette revendication? Franchement, c'était amené sur toutes les tables de négociation possibles. Ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas coincer, demander à l'État de te remettre ce qu'il ne peut pas te donner. Quand les gens font des raisonnements sur, par exemple, regardez le budget de la présidence, regardez le budget de ceci, tel ministre roule dans tel 4x4, tel directeur roule, mais les 4x4 dans lesquels les ministres roulent, c'est pour les ministres? C'est pas pour eux? Quand tu es ministre, tu roules dans les 4x4. Une fois que le décret tombe, tu n'es plus ministre, tu laisses la 4x4 là-bas et tu t'en vas. Donc ce sont les privilèges de la fonction. S'il vous plaît, donc il ne faut pas que les gens alors calquent leur modèle de réaction par rapport au statut alors d'un ministre ou d'un truc. Ça quand même, ce n'est pas, c'est irrationnel, c'est inadmissible. Ça. Alors, donc les 8 millions ne peuvent pas être donnés. Et les syndicalistes qu'ils comprennent, je le répète, qu'il ne faut jamais compter sur les testicules d'un bélier qui ne va jamais tomber. Tu cours derrière lui, tu penses que les testicules vont tomber, ça ne tombera jamais. Donc les 8 millions, on ne pourra pas les donner, ça ne sera pas donné. Mais par contre, non, s'il vous plaît, le président de la République, non seulement président de la République, mais dès son arrivée, il a dit, dans ses grands constats, il a dit que le niveau de salaire des fonctionnaires guinéens est trop bas. Et en un laps de temps, ce que les gens n'ont pas fait pendant les 25 ans, pendant les 30 ans, lui, il a augmenté 3 fois les salaires des fonctionnaires. Ça, c'est un. D'un coup, il a augmenté les salaires, il a accepté, il a cédé à l'augmentation de 40% des salaires. Mais il faut que les gens comprennent que l'État a des limites. Bien. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, vous encouragez le gouvernement à ne pas faire face à cette revendication. Je demande aux syndicalistes de se ressaisir et de se conformer. Le président de la République, ce n'est pas... Les gens vont dire que nous défendons le président, nous défendons le président. Mais Alpha est le seul président, à ma connaissance, qui associe le syndicat national, la CNTG, à l'analyse du tableau de bord de notre économie. Ça s'est fait. Plusieurs fois, vous avez vu. Les syndicalistes assis. On les montre le tableau de bord pour qu'ils comprennent quand est-ce qu'il faut parler de mouvement d'augmentation, des augmentations de salaire. Alors, tout dernièrement, il a dit, vous allez parler l'augmentation de salaire quand vous pensez que le PIB de notre pays augmente corrélativement. Alors, ce qui est en perspective en ce moment comme décision et qui va sûrement fâcher plus d'un, c'est ce que le ministère de l'Éducation est en train de préparer, de radier tous ces enseignants qui sont en situation de grève en ce moment et à plus forte raison parler de leur salaire. Est-ce que vous pensez que ce sera une décision sage de la part du gouvernement? Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est un comportement sage de la part des enseignants de continuer à rester dans la rue pour
saboter. C'est un sabotage du gouvernement ou c'est une revendication des salaires? Donc il faut les radier. Tout à l'heure, on a vu dans certains pays limitrophes ici, des gens qui viennent de radier 1500 policiers pour des raisons stupides de revendications insensées. Donc il faut les radier. Et moi je dis, s'ils ne sont pas prêts à aller enseigner, on discute, on discute, on discute. Ils disent mordicus, il faut les 8 millions. C'est que dans la négociation, il n'y a pas de catégorisme absolu. Bien. Pour dire que je demande ça si c'est pas ça. Non, la négociation ce n'est pas comme ça. Il faut deux fois accepter et il faut, voilà, chaque partie doit deux fois accepter. Le gouvernement a accepté de leur payer 40% d'augmentation de salaire. Mais à un moment donné, on a déjà parlé ça. Mais il faut qu'eux aussi oublient cette histoire de 8 millions là. Jusqu'à ce que la situation s'améliore. Parce que le professeur n'a pas fermé la porte. Il a dit, je suis prêt à procéder à une nouvelle augmentation de salaire, mais lorsque la situation économique de mon pays va s'améliorer, on procédera à ça. Donc, il faut que tout le monde comprenne que ces syndicalistes, mais moi, je l'aurais fait, je le ferai, si c'est moi qui décide. Moi, je suis un député, je ne suis pas du pouvoir exécutif, mais à force de trop discuter pendant plus d'un an, avec les mêmes syndicalistes. S'ils ne comprennent pas, je procède à la radiation pure et simple. Ils ne sont pas les seuls Guinéens. Écoutez, hein, on a brimé des jeunes Guinéens qui sont en situation d'intégration à la fonction publique. On a dit qu'on ne peut pas parce que nous avons des problèmes d'augmentation de salaire. À quel niveau? À quel niveau? À cause de ces syndicalistes-là, les jeunes qui ne sont pas en... Non, arrêtez ça. Bien, alors, on va arrêter. Alors donc, pour terminer, une fois encore, est-ce que c'est vrai? Parce que c'était des rumeurs sur la toile que votre parti a sollicité l'aide de Poutine pour vous aider à envoyer Alpha Condé vers un troisième mandat. Vrai ou faux? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Et ce n'est pas le projet non plus? Moi, je ne suis pas au courant de ça. Bien. Merci beaucoup. Je ne suis pas au courant de ça. Tout ça, c'est les mêmes manipulations des gens aux idées nuisibles, camouflés dans le groupe, pour essayer de provoquer des situations indésirables. Bien, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. C'était tout pour la première partie, justement, de cette émission. On se retrouve tout à l'heure à la seconde partie en 15 minutes chrono avec Abdoulaye Keïta du RRD qui va nous parler d'installation des élus, mais également de la situation du côté de Karala, dans Beila, où le préfet est indexé pour avoir justement amené les forces de sécurité à violenter les populations. Tout de suite, après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, comme je l'ai annoncé, qui reçoit, après honorable Mohamed Lamine Kamisoko, cette fois-ci Abdoulaye Kourouma. Il est le président du parti RRD, un parti qui a pris part également à ces élections locales, qui a eu un certain nombre de conseillers ci et là, et qui, comme tous les autres partis politiques de l'opposition, continue à se plaindre de la manière dont le processus d'installation des élus locaux se passe en ce moment. Oui, Abdoulaye Kourouma, bienvenue sur ce plateau. Merci. D'abord, premier sujet, c'est l'alerte que vous avez sonnée par rapport à ce qui s'est passé à Karala il y a quelques jours, cette sous-préfecture de Beila, où il y a eu des scènes de violence, en tout cas de la part de certains agents de sécurité sur des citoyens. Dans quel contexte c'est arrivé? Est-ce que c'est lié à l'installation des élus locaux ou c'est un fait divers? Parce qu'on a appris avant cela que les populations de Karala avaient chassé, parce que en colère, le sous-préfet et certains responsables du district. Pourquoi c'est arrivé? Ben, comme vous le savez, après les élections du 4 février,
chaque parti politique s'est réjoui de ce qu'il a obtenu comme nombre de conseillers. Ce qui fut le cas des RRD à Karala. Sur 17 conseillers, il a obtenu 9 conseillers. À Zérékoré, sur 41 conseillers, il a obtenu 4 conseillers. Votre parti? Oui, le parti RRD. Par endroit, l'installation de l'exécutif a commencé. Mais au prime abord, il y avait un antécédent entre le préfet de Beila et les sages de Karala qui étaient poursuivis à la justice pour abus d'autorité et injure publique. Vous êtes informé de ça. Donc le préfet étant à la justice avec les sages de Karala, dès que l'installation de l'exécutif a commencé, le préfet a installé sur 13 sous-préfectures les 12. Il a laissé Karala. Et entre-temps, la population a commencé à revendiquer l'installation de leur exécutif. Moi-même, personnellement, je suis allé vers le gouverneur de la région administrative de Zérékoré qui coordonne la préfecture de Beila, demandant de procéder à l'installation de la sous-préfecture de Karala. Je peux vous dire, à 8 reprises, j'ai échangé avec le gouverneur et son staff. À 2 reprises, il avait appelé le préfet devant moi, lui posant la question qui a gagné à Karala. Bien entendu, il avait dit que c'est le parti RRD. Nous avons ces preuves. J'ai aussi essayé de joindre le directeur national de l'administration qui coordonne et le gouverneur et le préfet pour lui exposer ce même problème. Ce dernier, M. Fadama Itala Kourouma, qui me disait qu'ils sont en train de prendre des mesures pour procéder à l'installation des conseillers de Karala. Donc vous avez pensé qu'on a retardé l'installation du conseil exécutif de Karala parce que c'est un parti de l'opposition qui a gagné dans cette localité. Dans cette localité. Parce qu'on sait que d'ordinaire, Beila et toute la contrée est un bastion politique du RPG. Donc on était surpris le 3 novembre que le délégué du ministère de l'administration du territoire s'est rendu à Karala sans procéder à l'élection de l'exécutif. Il s'est dirigé chez un dirigeant de RPZ et moins de 10 minutes, il est ressorti. Il était accompagné des policiers et des gendarmes. C'est par la voie des réseaux sociaux que la population a appris que le maire de RPZ est sorti victorieux des élections. C'est un président du district ou un maire, je ne sais pas. Un maire, le maire des communes rurales, hein, c'est un maire. Donc la sous-préfecture, c'est le maire des communes rurales. Donc tout de suite, ça a heurté la population. La population s'est dirigée vers le domicile du responsable de RPZ qui a hébergé ou qui a reçu la mission, soi-disant mission de l'administration du territoire. Et ils ont demandé tout de suite au maire autoproclamé de les rendre, je parle de la population, la cocarde, je vais parler du tricolore, les documents administratifs. Et tout de suite, ils se sont attaqués au domicile, la population. Et puisque là-bas, ce n'est pas ni la sous-préfecture, ni un bâtiment administratif, comment se fait-il que les choses peuvent se passer là-bas en catimini, de façon très silencieuse? Et là, ils ont demandé au sous-préfet de quitter le village, le maire élu, autoproclamé, j'allais dire. Depuis le 3 novembre, il y a des responsables de RPG, on les a sommés de quitter puisqu'ils sont vraiment responsables de tout ce qui se passe maintenant. Et le sous-préfet, les secrétaires communautaires. Même si certains citoyens n'ont pas non plus le droit de chasser d'autres citoyens sur le même territoire. Vous savez, il y a un fait qui amène un autre fait. Donc tout de suite, nous avons écrit au ministère de l'administration du territoire, porter plainte et les informer sur le comportement de l'autorité préfectorale et la mission d'installation. On les a relaté les faits comme ça s'est passé. On attendait au ministère de l'administration du territoire d'envoyer une mission d'inspection pour vérifier nos propos afin qu'ils prennent les dispositions légales conformément à la loi pour procéder à l'installation du maire de Karala. Nous sommes restés dans ça la nuit du vendredi samedi vers les 2 heures du matin. Avant d'abord le vendredi matin, le préfet avait dit au niveau de son conseil de sécurité restreint que l'ordre a été donné de militariser ou de militariser partout où il y a des revendications politiques, ainsi de suite. Mais c'est vers les 2 heures du matin que nous avons appris
à travers la population de Karala. J'ai été appelé à 1h45. Quel jour? Ça, c'était le vendredi nuit. Le vendredi passé. Le vendredi passé. Le vendredi nuit, ils m'ont appelé que il y a 2 pick-up de militaires qui est venu, gendarmes policiers qui est venu avec les militaires. Ils ont commencé à tirer au village n'importe comment. Et tout de suite, j'ai appelé le gouverneur de Zérékoré, et qui me disait qu'il est à Kissidougou. Je lui ai donné l'information. J'ai appelé le préfet de Zérékoré pour lui prendre témoin, parce qu'il est au moins témoin de la manière dont les choses se sont passées à Beila. Je lui remontais toujours l'information. J'ai appelé le directeur national de l'administration, M. Fadama, à 3 h du matin pour lui donner la même information. J'ai appelé le Premier ministre à 3 h du matin, à 3 reprises, pour lui donner la même information que je viens d'apprendre que le préfet a fait des réquisitions en amenant 2 jeeps composé de policiers, de militaires et gendarmes à la localité de Karala. Je ne suis pas contre que l'État déploie les militaires ou des gendarmes à un endroit, mais à 1 h du matin, 2 h du matin, c'est comme s'ils venaient pour Alors, qu'est-ce que ces militaires ont fait? Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce qu'ils se sont attaqués aux gens? Voilà. Et quel est le bilan? Voilà. Et quand ils sont venus, ils se sont mis à tirer, à défoncer les portes de boutiques, à vandaliser certaines maisons. Mais la population a réussi à les mettre, après 2 heures d'affrontement entre la population et ces forces mixtes, ils ont réussi à les mettre hors village. Mais je vous dis qu'il y a eu 3 blessés, 3 blessés au niveau de la population, 2 ou 3 maisons caillassées, 2 ou 3 boutiques aussi qui ont été touchées par ces gens-là. Et je peux vous rassurer que à l'allure actuelle, si l'État ne prend pas ses dispositions par rapport au comportement des administrateurs à la base, nous allons nous retrouver dans les situations qui ne disent pas son nom. Bien. Par exemple, moi dans mon village, ça fait la 2e reprise dans la sous-préfecture de Karala, qu'ils amènent les militaires, les gendarmes, la population réussit à les maîtriser. Bien. Et chez moi, il ne faut pas oublier que nous sommes d'une communauté, excusez-moi, permettez-moi le mot, qui n'ont pas peur de situations comme ça. Parce que tu peux trouver des personnes, et s'ils sont devant un tel mouvement où les balles sont utilisées, tu peux voir d'autres 100 personnes à gauche, 100 personnes à droite, la balle ne traverse pas. Bien. Donc ça veut dire que si les violences-là continuent comme ça, les gens vont s'attaquer au symbole de l'État. Par nervosité, il va y avoir au camp des policiers ou des gendarmes, soit des morts ou des blessés qu'on ne souhaite pas. Et surtout que ces forces-là ont été débarquées nuitamment à 2 h du matin. Donc c'est une alerte. Donc nous sommes en train... Vous estimez que les autorités, et à la base là-bas, et ici à Conakry, n'ont pas pris ça au sérieux depuis le vendredi jusqu'à maintenant? J'ai appelé quand même les autorités concernées, comme c'était pendant les week-ends. Il y a eu une réunion de la communauté des ressortissants de Karala et Abidjan, qui sont à Abidjan, à Conakry. Nous avons essayé de se concerter. Bien. En envoyant une mission d'inspection sur le terrain, faisant état d'un rapport au nom des responsables, des ressortissants. Bien. Nous allons l'accompagner avec un rapport chez le ministre, en portant plainte contre qui de droit, pour vraiment illustrer ces faits. Une fois encore, vous allez porter plainte contre le préfet? Nous allons porter, ici, nous allons porter plainte contre eux, puisque l'État se distingue de la population par rapport à sa manière d'agir et au respect de la loi. Bien. Donc, si la loi n'est pas respectée par l'État, tout ce que nous avons à faire, c'est de porter plainte contre vraiment les gens qui sont en train de violer la loi. Et tout ça arrive dans le contexte d'installation justement du conseil exécutif de Karala, qui n'est pas encore fait. Et ça veut dire que ça peut encore tarder puisque des problèmes existent. Donc vous avez l'impression que le RPG veut forcément arracher la tête de la commune de Karala pour ne pas accepter la défaite qu'ils ont eue là-bas, puisque c'est vous qui avez eu le plus grand nombre d'élus, c'est cela à la fin? Je pense que ça ne va plus marcher, puisqu'il y avait une réunion dans la sous-préfecture de Karala hier, dans la sous-préfecture même, et les représentants de RPG, et les sages de village, et les représentants de nos partis, le doyen même avait demandé d'installer celui vraiment qui avait gagné, qui est notre candidat. Bien. Mais nos hommes ont répondu non, ce n'est pas à la communauté d'installer. Ceux
qui sont censés installer, c'est l'administration. C'est-à-dire les représentants de l'administration. Les représentants de l'administration. Ils ont demandé aux sages du village et les responsables de RPG déjà qui ont démissionné et qui savent que c'était vraiment de l'anarchie. Et on les a demandé, allez-y dire aux mêmes autorités qui est venue vraiment autoproclamer ici le cas de le gens de RPG, que vraiment que ça s'est mal passé et de venir appliquer la loi. Bien. Donc nous ne sommes pas là à nous autoproclamer où on ne serait pas investi par un sage ou par un citoyen quelconque, c'est l'État qui va le faire. Donc est dans l'attente que le ministère de l'administration du territoire ramène encore une nouvelle mission. Une nouvelle mission, je les conseille d'envoyer 2 missions. La première mission, c'est quoi? C'est d'abord vérifier nos propos pour dire que nous sommes un parti responsable et le leader ne blague pas avec ce qu'il dit. Bien. Et vérifier nos propos à travers la société civile, les sages, les imams qui sont là, si réellement les choses se sont passées conformément à la loi. Mais la deuxième mission va se charger d'installer officiellement notre maire qui a été élu au nom de la paix, au nom de la paix, au nom de la quiétude sociale. D'ailleurs, je me réjouis que le RPG sur place maintenant reconnaît qu'ils n'ont pas gagné. Ils sont passés par le sage, demander au préfet vraiment que ça ne s'est pas bien passé, c'était pas les normes, c'était pas la loi, et que d'accepter que nos maires soient installés. Ça, je me réjouis de ça déjà. Ça veut dire que si c'est mentionné par le rapport de tout ce qui s'est passé, le ministère, comme je connais le ministre de l'administration du territoire, va user de son leadership en annulant l'autoproclamation de maire de RPG à cet endroit pour élire notre maire. Donc on va suivre cette situation de près. Pendant ce temps, à l'issue de cet incident qui a eu lieu donc dans la nuit du vendredi, des gens sont déjà à l'hôpital. Alors est-ce qu'il y aura des poursuites de ces agents qui ont orchestré, je veux dire, perpétrer ces cas de violence dans Karala? La question est posée. On va passer finalement... J'y tiens personnellement à ça que nous allons porter plainte. J'y tiens personnellement à ça. Ouais. Je crois que d'ici la fin de la semaine, les avocats sont en train de travailler, mais nous avons envoyé des huissiers pour identifier les dégâts et porter plainte. Il y a 30 secondes pour terminer. La grève du SLEG, vous comptez vous prononcer là-dessus. Quelle analyse rapidement sur cette situation qui continue encore aujourd'hui à travers les sit-ins que le SLEG a initiés depuis la semaine passée? Vous savez, coûte que se paye par coûte que. Lorsque le président de la République actuelle, le professeur Alpha Condé, cherchait le pouvoir, il passait par des syndicats, des élèves, et chaque fois qu'on avait des problèmes de mouvement des syndicats dans les garnisons militaires, on était encore étudiants dans les universités, il y avait des revendications inutiles. Il manipulait ces gens-là pour mettre l'État en difficulté de fonctionner. Moi, je pense que c'est ce qui est en train de lui arriver aujourd'hui. Dans son propre gouvernement, il a ses ministres qu'il cherche, qui sont ses commanditaires, qui sont en train aujourd'hui de donner des informations aux syndicalistes qui peuvent obtenir même plus de 8 millions et qui est en train d'activer ici des syndicalistes. Donc il est en train vraiment, on est en train de lui restituer la monnaie de ce qu'il a sémé. Puisque lui, son épée de guerre à l'époque, c'était des syndicats, c'était des étudiants contre le régime de Lansana Conté. Mais c'est ce qui est en train de lui arriver aujourd'hui. Il n'est pas surpris de ce qu'il arrive. Je m'en vais vous dire quelque chose. Il y a l'ancien ministre de l'Éducation qui est passé par les mêmes syndicats. Je vais parler de Kao Carré pour être ministre. Et quand il a voulu disloquer ces mêmes syndicats, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de sous-entendus. Les gens ont dit, mais tu ne peux pas nous utiliser pour devenir ministre et puis nous disperser en nommant ceci par-là, par-ci, par-là. Tout ça là devrait amener l'État à réfléchir pourquoi ces revendications syndicales. Est-ce qu'ils sont manipulés au sein du gouvernement? Est-ce qu'ils sont utilisés pour des fins personnelles? Parce qu'aujourd'hui, personne ne contrôle ces syndicats. L'État ne contrôle pas, les syndicats eux-mêmes ne se contrôlent pas, les ministres qui étaient en train de les entretenir ne les contrôlent plus. Et maintenant, il y a un laisser-aller total, tandis que nos enfants n'étudient pas, leurs enfants sont en train d'étudier dans les universités, dans les grandes universités d'ailleurs, dans les écoles prestigieuses. Donc vraiment aujourd'hui, nous demandons à l'État d'y faire face au problème de l'éducation des enfants guinéens, avec responsabilité des fils guinéens.
Merci Abdoulaye Kourouma. Merci, c'est à moi de vous remercier et à très bientôt. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat ce lundi, début de semaine. Un plaisir pour moi de vous avoir retrouvé. Et nous continuons justement toute cette semaine. Demain, nous serons avec un autre invité pour sans doute aborder d'autres aspects des mêmes sujets d'actualité ou sinon d'autres sujets d'actualité. Merci à tous et à demain. Au revoir.